Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Après 5 semaines de grève générale illimitée, on était plusieurs, en tout cas, à s'inquiéter du retard académique de plusieurs jeunes qui sont un peu plus en difficulté. On attendait donc avec impatience le plan de rattrapage présenté par le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, un plan essentiellement qui mise sur le volontariat dans le tutorat. Or, on s'aperçoit quand on regarde le portrait de la situation que dans plusieurs écoles, pas beaucoup de profs qui lèvent la main. Il y a énormément de confusion, semble-t-il, autour de la rémunération des profs volontaires. C'est dénoncé par certains syndicats. Mario, Benoît, bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Excuse-moi, Alex, mais on va parler des choses plus importantes, là. Ah oui? On va parler... Je viens de parler à Jean-François Roy, là. Pour rentrer travailler ce matin, là, il marchait au milieu de la rue plutôt que de risquer le trottoir. Ah, c'est épouvantable. Mais t'as raison, c'est épouvantable. Actuellement, là, c'est épouvantable. Amener des patins, amener des crampons. Puis pendant ce temps-là, les fameux croque-glaces, là, annoncés en grande pompe par la mairesse Plante. Ils sont où? Ben, ils sont au garage parce que tu peux pas les utiliser. Parce que faut pas qu'il y ait une pente, faut pas qu'il y ait trop de glace, faut pas que... Je voulais juste faire une parenthèse. C'est incroyable. En passant, est-ce que le chantier sur Papineau, l'accès sur le pont Jacques-Cartier est fermé, Mario? Toi, t'es là, à côté de TVA. C'est merdique, ça n'a pas de bon sens, là. Ils viennent d'ouvrir un autre chantier, là. Le chantier était encore là hier. Je sais pas s'il va y être encore aujourd'hui, mais c'est épouvantable. OK. Excusez-moi. C'était juste une parenthèse de l'état des lieux, l'état de Montréal, alors que Mme Plante... je peux vous donner des nouvelles de la banlieue dans mon quartier ce matin. Là. C'est sûr qu'il est tôt. Là. On part à 6 h du matin. Les villes n'ont pas commencé tous les travaux. Mais dans les quartiers résidentiels, c'était ne pas dépasser avec son véhicule la vitesse de la marche. Parce que vous êtes en... Je veux dire, aucune façon de s'arrêter à un stop. C'est matin difficile quand même. Moi, je suis parti de la campagne là, autour de 3h30 cette nuit. Moi, vous dire que sur l'autoroute 15, là, 75-80 km/h, tu peux pas rouler. Il y a toujours des caves qui roulent en fou, mais... Mais comment ça que les camions sont pas sortis au milieu de la nuit? On le savait, là. Le ministère des Transports, Mme Guilbeault, dormait, elle aussi? Elle dormait au gaz, elle aussi. Est-ce qu'elle a envoyé les camions? Est-ce que c'est assuré qu'il allait avoir des camions sur toutes les autoroutes, tous les accès, parce que les gens continuent à travailler? Puis évidemment, il n'y a pas d'école ce matin. Un peu de glace, il n'y a pas d'école. Première chose qu'on ferme, les écoles. Ben, moi, en tout cas, si on parle du ministère des Transports, hier soir, je remontais de Québec. Là. J'ai fait un aller-retour à Québec. J'étais sur la 20 quand le verglas a commencé ou juste avant qu'il commence. Et j'ai quand même été agréablement surpris parce que j'ai chialé souvent dans ma vie contre le ministère des Transports. Et il faisait un épandage, mais sérieux. Là. C'était carrément une couche complète. Là, ça sortait du camion, une couche complète de sel. Au moment où ça commençait à peine le verglas, pour pas que tu sais, garder le contrôle, pour pas qu'il s'en accumule, qu'il se forme une couche un miroir, là, une couche de glace. Fait que sur la 20 hier soir, là, j'avais quand même l'impression que le ministère des Transports faisait enfin un travail de un peu préventif puis efficace, là, parce qu'il faut que tu en mettes là, dans ces conditions-là. Tu peux pas mettre un petit peu de sel, il faut t'en mettre. Mais c'est pas les mêmes qui décident sur la Rive-Sud ou en direction de Québec que dans les Laurentides. Non, ben pour vrai, pas du tout. Là. C'est des gestions territoriales. Chaque directeur régional a ses propres politiques. D'ailleurs, moi, quand je faisais ça, je capotais. Là, quand je faisais la 20 entre Rivière-du-Loup et Montréal, je connaissais quasiment les directeurs là, des chacune des localités. Parce que tu savais toujours que tel bout, là, mettons, ça allait être glacé. Tel bout de la 20 n'était jamais entretenu. Mais tout à coup, tu ris, Benoît, mais ça coupait bien carré. Là, tu changeais de district, oups, t'étais sur l'asphalte, t'étais en sécurité. Puis là, t'arrivais sur le district d'un incompétent, t'étais sa belle glace bleue, puis la glace noire. C'est comme l'autoroute entre Québec puis le Québec puis l'Ontario. Ça même ça coupe, t'es là, puis t'es dans des nids de poules, puis après ça, t'arrives en Ontario, tout est beau. Ouais, c'est ça. Non, mais tu faisais bien de le souligner, Benoît, puis ça va être un des gros sujets de conversation partout. Ça, c'est clair qu'on va arriver au bureau. L'autre, qui a fait beaucoup parler aussi pour les parents qui nous écoutent, qui sont inquiets au niveau là, de l'apprentissage de leurs jeunes, Mario, c'est le rattrapage scolaire. Là, après tout ce qu'on a manqué. Puis là, il y a des chiffres qui circulent. Là, le cabinet du ministre de l'Éducation
négociation parle jusqu'à 92 $ de l'heure pour les enseignants au sommet de l'échelle salariale qui veulent, par exemple, participer en temps supplémentaire pour faire du tutorat. Comment ça se fait que ça lève pas plus la main? Ils ont été 5 semaines en grève générale illimitée, pas de fonds de grève. Mais Alexandre, c'est comme une nouvelle qui amène une petite lampe, là, une petite lueur, qui amène un éclairage sur une autre nouvelle. Parce que tu as mentionné la première nouvelle, celle d'avant-hier. Je pense que il y avait peu d'enseignants, dans certaines écoles, pas du tout. Il semble-t-il qu'à certains endroits, il y a assez de volontaires. Mais de façon générale, là, on manque d'enseignants qui se sont portés volontaires pour faire ce tutorat, donc pour participer au rattrapage des semaines perdues. Mais là, la nouvelle qui vient compléter, c'est que ce que je me rends compte un matin, c'est qu'on est en négociation là-dessus aussi. Et j'ai vu passer sur les réseaux sociaux que certains enseignants demanderaient de dire, ben là, nous, tu nous payes l'heure, parce que là, on paye en temps supplémentaire. Je comprends qu'on paye quoi en temps double, quelque chose du genre, là, d'où le 92 piastres de l'heure. Mais qu'on dirait aussi, dans le cas de certains enseignants, ouais, mais là, faudrait que tu me payes mon heure de préparation. Là. Si je m'en vais faire 1 heure ou 2 de tutorat, il faut que je prépare ce temps-là. Fait que là, est-ce qu'on va payer 92 piastres de l'heure, mettons, mais 2 fois, 2 heures, 1 heure de préparation? Donc, est-ce qu'on va payer 184 piastres pour 1 heure de tutorat? Ou encore, est-ce qu'en 1 heure de préparation, on peut préparer 2 heures de tutorat? Là, on serait juste à quoi, 140 quelques? Sincèrement, Mais effectivement, Mario, faut faut le préparer, ça. Effectivement, il faut le préparer. Si tu fais du tutorat, faut que tu le prépares. Il y a une prof de 4e année qui est appelée à faire du tutorat avec du 6e année ou secondaire. Il faut le préparer. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Moi, la question que je me pose quand j'ai lu ça, c'est pourquoi on n'a pas rendu obligatoire ce service après la grève. On s'entend, OK, parfait. Ben, chaque école va s'assurer d'offrir X nombre d'heures pour le tutorat aux élèves. Puis pas juste par ancienneté, là, pas juste ceux et celles qui décident de... Non. Vous allez devoir rendre, vous autres, le syndicat, 3-4 profs disponibles pour le tutorat. S'assurer que le service est là. Le ministre Dréville a tous ces pouvoirs-là? Ben, il n'y a pas les pouvoirs. Puis 2, est-ce qu'il y a vraiment le goût de se pogner à nouveau que les syndicats d'enseignants, ils viennent de régler, c'était la guerre avant Noël. Le gouvernement est terrorisé. Non, mais le gouvernement est terrorisé. Là, il a peur des syndicats d'enseignement. Tu peux même pas imaginer. Là. Ben, oui, mais... Il ne demande rien, là, voyons. Il y a eu d'autres, de nouveaux pouvoirs. C'est à un moment donné, là, ils donnent ça, encore une fois, ils jettent ça dans le cours des directions d'école, des centres de services. Ça vient d'en haut, là. Puis la grève, ça vient d'en haut aussi, là. C'est le gouvernement qui a niaisé pendant 1 an. Au lieu de la voir venir, cette grève-là, au lieu de négocier ouvertement, au lieu d'exiger que les syndicats s'assoient pour négocier puis le faire correctement au profit des enfants. Non. Fait que là, encore une fois, on parle du syndicat, on parle du ministre, on parle du ministère, on parle pas des enfants. Les enfants prennent des retards. Pas à l'école privée, l'école publique. Vous voulez tuer l'école publique? Ça, c'est la bonne méthode. Là, on commence juste à contacter les parents, là, Mario, là, dans le plan. Là. Différentes étapes, là, on contacte les parents. Alexandre, moi, j'ai posé la question... Oui, mais j'ai posé la question cette semaine à M. Prévost, le président de l'Association des directeurs d'école. J'ai posé la question platement, parce que je l'avais devant moi, le calendrier. Là, c'était les 2 dernières semaines, c'était les semaines d'évaluation des besoins des enfants. Et cette semaine, c'est la semaine de communication avec les parents, parce que techniquement, c'est censé... la semaine prochaine, lundi, là, c'est la date, c'est le début du tutorat, c'est le début du rattrapage. Donc, j'ai dit, cette semaine, elle s'appelle semaine de communication avec les parents. Est-ce qu'il y a des parents, cette semaine, dont la communication va être la suivante? Votre enfant a été évalué, il a besoin de services, mais on n'a pas de service à lui offrir. Puis il m'a répondu, ben oui, c'est sûr qu'il y a des parents que ça va être ça, la communication. Plate pas mal, la communication. Il y a des parents qui vont se faire dire que leur enfant aurait des besoins, mais pour l'instant, il n'y a pas de service à leur offrir. Pendant ce temps-là, ça vote encore. Ça vote encore, Benoît. Hein? Là, c'est dans c'est un autre syndicat, Basse-Laurentide, non à 72 %. Et puis, il y a une auditrice qui nous dit que ça s'est fini à minuit 50, semble-t-il. Ah ouais. Bienvenue à l'école privée, les amis. Et là, on est rendu 4-2. Dans la FAE, je ne veux pas me tromper dans le compte, mais ça prend 5 syndicats qui sont pour. Oui.
Puis là, t'en as 5 4 sur qui 9. ont voté. Ouais, 5 sur 9. Là, t'en as 6 qui ont voté, puis c'est 4-2. Il y en a 4 qui ont voté pour. Il en manque encore, mais si les 3 qui restent votaient non aussi, je pense qu'il y en a qui votent ce soir. Si les autres, s'ils votaient non, t'aurais une majorité de non, mais ça en prend un autre qui vote oui, qui accepte l'entente techniquement pour qu'elle passe. On est sur une corde raide maintenant. Ouais. C'est la semaine des caucus. Hein. On prépare la rentrée. QS est à Laval. La CAQ est à Sherbrooke. Et les libéraux sont à Thetford Mines. Et là, il y a un nom qui est sur toutes les lèvres, Mario, c'est Denis Coderre. Là, on a vu la réaction de Marois Risky quand il a posé la question. Vous pensez quoi du bilan de M. Coderre comme maire de Montréal? Elle est partie à rire. Est-ce qu'il y a des libéraux qui regardent un peu de haut l'intérêt de Denis Coderre à la chefferie? Ah ben oui. Dans le caucus. Pas nécessairement dans le membership, mais dans le caucus, oui. Mais je dirais qu'il y a même un mouvement fort qui snobe la caricature, qui se moque là, carrément de la candidature de Denis Coderre. Pas devant le micro, quoique Marois Risky s'est trop laissé aller. J'avais plusieurs remarques là-dessus. D'abord, je comprends là, que la candidature de Denis Coderre, on pourra en parler longtemps, elle a ses faiblesses, puis je veux dire, les 2 défaites à Montréal, puis le personnage un peu là, qui est devenu, est-ce que c'est le politicien moderne dans son style? Pas certain. Mais, si on parle de bilan, on ne devrait pas rire au Parti libéral. Là. Le bilan de Denis Coderre à la mairie de Montréal est très comparable au bilan des libéraux les dernières fois qu'ils sont passés au pouvoir, puis les mandats de Jean Charest qui devaient régler les problèmes en santé. Puis, fait que, tu sais, il devrait pas trop rire. 1, 2. Sincèrement, si tu me parles du bilan de Denis Coderre à Montréal, je ris pas, là. Il s'est planté totalement en élection, puis avec la formule électrique, il n'a pas voulu dévoiler les dépenses, il s'est cassé la gueule électoralement. Mais souvenons-nous comment il est devenu maire. Il est devenu maire, tu avais eu Gérald Tremblay, qui avait démissionné en fonction, qui avait été remplacé par Michael Applebaum, qui avait promis de faire le ménage, que l'UPAC a arrêté en fonction, qui a été remplacé par M. Laurent Blanchard. Le monde connaissait même plus le maire de Montréal. C'était à l'hôtel de ville, c'était le désastre. Alors, Denis Coderre a quand même remis ça à l'endroit passablement, là, tu sais, puis bon, ça n'a pas été parfait, puis il n'a pas tout réussi. Mais le mandat de Denis Coderre, moi, je pars pas à rire. En tout cas, j'ai trouvé que ça faisait bizarre hier au caucus libéral. Quand personne veut se présenter à la chefferie de ton parti, quelqu'un lève la main et tu l'accueilles comme ça, j'ai trouvé ça bizarre. Ouais, et sans se proposer, tu sais, Marois Risky rigole, mais tout le monde lui dit, ben vas-y, puis elle dit non, moi j'ai une jeune famille, puis je suis pas là-dedans, là. Alors, tu sais, c'est qui propose mieux au Parti libéral? Est-ce qu'il y a dit que son téléphone sonne. Ça dérougit pas, là. Ils ont plus assez de lignes pour répondre. Oui. Hein, c'est ça. Mais les essaye retours pas d'avoir la ligne. Mais Denis Coderre devrait peut-être consulter Jean Charest, tu sais. Retour en politique, c'est pas toujours un grand succès. Là. T'es pas toujours accueilli à bras ouverts. Puis il faut que les générations succèdent. Il faut qu'il y ait des remplacements. Puis il est où au Parti libéral? Où est la relève au Parti libéral? Antoine Dion Charest, c'est la nouvelle génération. Le fils de Jean Charest, il cherche pas loin, Benoît. Là, t'as le syndrome du fils de l'autre. Tu sais, on l'a à Ottawa, puis on va l'avoir à Québec, là, on va l'avoir au Parti libéral. Est-ce que c'est mieux un jeune qui a jamais rien fait de sa vie, qui a jamais rien prouvé, qui surfe sur son nom de famille, qu'un politicien qui a quand même une feuille de route, tu sais, il y a quand même... Non, Benoît, les Britanniques le font avec le roi et la reine là, depuis des siècles, ça va bien. C'est vrai, c'est vrai. Le sang royal. Puis Fripouille premier qui débarque là, avec ses doigts boudinés. Ses doigts boudinés puis sa grosse prostate. Benoît, t'as dû être atterré, toi, par ces nouvelles-là de la royauté. Je pensais à toi quand j'ai vu passer ça. Mais je pense que les doigts boudinés, c'est le symptôme d'une grosse prostate. On vient de comprendre l'origine du doigt boudiné de Fripouille premier. On comprend les choses de matin. Oui. Il faut revenir absolument sur cette histoire-là de Hockey Canada, Équipe Canada Junior, là, ceux qui ont participé à l'édition gagnante de 2018. Il y avait ces allégations de viol collectif. Là, c'est gros. Là, il y a 5 anciens joueurs d'Équipe Canada Junior qui sont convoqués par la police. Là, Benoît, il y a des noms. On va être prudent, là, mais il y a des noms là, qui circulent sur les réseaux sociaux. 1 + 1 = 2. Il y a 5 joueurs des ligues. Il y en a 5 qui se sont retirés de leur équipe pour toutes sortes de raisons. Là. Fait que c'est facile de faire le calcul à prime abord, mais on va quand même attendre le dépôt des accusations comme tel. La justice les rattrape. Là. Mais ça, c'est la première question. Pourquoi 5 sur 8? Où sont les 3 autres? Parce qu'il y a complicité après le fait, là. Les 3 autres n'ont pas dénoncé. Les 3 autres étaient présents. La plaignante disait ils étaient 8 dans la chambre. Il y en a 5 qui sont convoqués par la police. Moi, où sont les 3 autres?
Ça, je veux savoir leur nom, puis je veux leur voir la face, parce qu'ils sont autant responsables que ceux qui ont commis le geste. Ils étaient là, ils sont pas intervenus, ils les ont pas dénoncés, ils ont pas appelé la police, ils ont pas aidé la victime. Alors, ces 3 crapules-là sur 8 sont où exactement? Pourquoi ça a été si long? 5 ans et demi. Là, on dit que, le procureur a démissionné ou a changé de job, il a fallu en trouver. Pourquoi la police de London a pris 5 ans et demi? Écoutez, ça n'a pas d'allure. La complicité après le fait de le conseil d'administration de Hockey Canada. Pourquoi il n'y a pas d'accusation contre eux autres? Avec leur fonds d'indemnisation. Absolument. Pourquoi la Ligue nationale... Ça explique le délai, Benoît, là. Je veux dire, la victime, plutôt que de porter plainte, on l'a convaincu, on a acheté son silence, on l'a convaincu d'accepter un montant d'argent. Fait que tu te demandes pourquoi ça a été si long des accusations, mais il y a une partie de l'explication qui tient à ça, là. Une partie seulement, parce que ça s'est passé en juin 2018, et là, on nous ramène à décembre 2022. La Ligue nationale de hockey a mené sa propre enquête. De quelle autorité? Vous êtes qui, vous autres? Êtes-vous procureur de la Couronne? Puis ils veulent pas rendre... En plus, ils veulent pas rendre le résultat de l'enquête. La Ligue nationale de hockey. Puis Hockey Canada non plus réagit pas. À un moment donné, c'est Sébastien Lemire qui pose les mêmes questions. Moi, je lisais l'article, je me prenais des notes. Là, je me rends compte que Sébastien Lemire du Bloc québécois pose les mêmes questions. Il n'y a pas juste les 5 gars. Il y a eux autres, les 5 crapules. Les 3 autres sont où? Hockey Canada sont où? London Police est où? Puis la Ligue nationale de hockey qui mène sa propre enquête, tu me niaises-tu? On va te dire, la police, Benoît, sont pas pressés de faire un point de presse. Je pense que c'est dans 2 semaines, leur point de presse. Là-dessus. Le 5 février. C'est si on veut poser des questions, je sais pas si vous avez vu, mais au moins dans le cas des Flames de Calgary, il faudrait que je revoie, mais les équipes ont émis des petites communications sur les réseaux sociaux, des brefs communiqués là, d'un paragraphe, genre, mais pour expliquer l'absence d'un joueur. Et dans le cas de Calgary, pour Dylan Dubé, ils ont fait que c'était comme un cas de santé mentale, qu'ils devaient s'absenter de l'équipe pour un cas de santé mentale. Les autres, c'est raison personnelle, mettons flyer. Ouais, raison personnelle. C'est plus acceptable, c'est un petit peu hypocrite, mais... non, c'est pas acceptable, Mario. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. C'est une raison personnelle, il faut aller faire face à la justice. Mais j'allais dire, invoquer la santé mentale, ça, c'est inacceptable. Les problèmes de santé mentale sont réels de nos jours. Oui, un joueur c'est déjà arrivé, des joueurs quittent pour ça temporairement, mais de camoufler qu'il s'en va faire face à la justice pour ses gestes passés c'est un maquillage, moi, qui me rend très mal à l'aise. Et Daniel Brière, là, qui est le directeur général des Flyers, et souvenez-vous, son fils, là, qui avait lancé un fauteuil roulant en bas d'un escalier, là, un autre prix Nobel, là, qui joue au hockey. Daniel Brière, lui, il fait un point de presse, puis il dit on nous y répondra de façon appropriée lorsque les conclusions de l'enquête... Fait un point de presse pour rien dire. Au lieu de dire, puis Maxime Delame disait la même chose hier, au lieu de dire... notre gardien de but est accusé au criminel. Il va répondre à ses accusations. Il n'est pas encore. Il va l'être. Il est sommé de se présenter à la police. Il va l'être. Tu peux pas présumer de ce que le procureur de la Couronne de l'Ontario va faire. Excusez-moi, là, pourquoi il est convoqué par la police? Pour lui faire la manicure? On devine que c'est ça, mais il faut quand même que tu attendes que les accusations tombent pour les commenter. Là. Tu peux pas commenter, présumer. Pourquoi il retire d'abord? C'est lui qui se retire pour des raisons personnelles. Non, mais... non, c'est ça, c'est du niaisage. Puis on joue sur les mots, puis c'est du niaisage. Ces jeunes-là doivent prendre leurs responsabilités. Ils étaient 5 sur une femme. 5 sur une femme, et 3 autres qui ont regardé, j'imagine, à rien faire. Les 3 autres, je veux connaître leur nom. Parce que je pense qu'ils sont pas plus brillants que les 5 agresseurs. Mais ça, là, Benoît, ils vont l'être face à leurs responsabilités. Ils vont faire face à la justice. Pas les 3 autres. Moi, ils vont être suspendus des équipes en attendant la fin des procédures. Leur carrière de hockey vient de prendre un coup. C'est ça, ils vont faire face à leurs actions. Attends, Mario, leur carrière, il y en a un qui est parti jouer en Suisse. Là. Leur carrière de hockey n'est pas finie. Au Canada, peut-être. Dans la Ligue nationale, peut-être. Ils vont se trouver des jobs ailleurs. En Europe. Là, ils vont aller jouer au hockey en Europe, vont gagner leur vie pareil. Ils vont pas un bout en prison, là. Ah oui, parce que il reste un procès. Ils sont pas partis pour ça. Là. Ça a pris 5 ans et demi. Penses-tu qu'ils vont faire de la prison, comme c'est là? Avec le système de justice qu'on connaît? Moi, je trouve ça aberrant. Et ça, là, le message s'envoie aux victimes d'agressions sexuelles. C'est pas plus brillant, là.
Tu sais, une femme qui se fait agresser de même, puis elle dit ça, puis elle dit ça prend 5 ans et demi par des jackstraps qui se pensent pour des demi-dieux parce qu'ils ont gagné un tournoi de hockey. Mario, Benoît, merci à vous. Au revoir.